Les 6 et 7 février dernier, le gouvernement et les syndicats se sont rencontrés. En tout cas, un dialogue qui s'était interrompu depuis maintenant 4 années. La reprise de ce dialogue, c'était le 6 et le 7 février dernier. On va parler des conclusions de la rencontre syndicat-gouvernement avec notamment le représentant de l'UAS. Elhadj Inoussa Assana sera là, c'est notre invité du jour. Plus tard, on parlera de comment justement concilier vie de famille, vie professionnelle, éducation de nos enfants et puis vie de couple. On en parlera également avec coach Marina Minougou, qui est l'épouse de coach Simon Ouedraogo. Elle sera là pour nous donner donc des conseils à ce sujet. Et plus tard, on recevra l'humoriste La Jaguar qui organise un one-man show intitulé La traversée de la Jaguar. On en parlera également dans cette émission. Et comme vous le voyez, madame, messieurs, c'est bien rempli en termes donc d'invités pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez surtout pas à rester avec nous jusqu'à 9h00 sur Savan TV. Bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso, ce nouveau numéro de ce mardi. Merci de votre fidélité. Alors, nous débutons l'aventure à Koudgou. Je rappelle que cette semaine, nous sommes à Koudgou. Nous y sommes installés pour vous faire découvrir l'université Norbert Zongo. On y va pour à la découverte 2. Découvrons cette semaine à l'université Norbert Zongo, qui était l'université de Koudgou anciennement, mais qui a été baptisée Université Norbert Zongo en hommage au célèbre journaliste Norbert Zongo. Aujourd'hui, on découvre l'université encore plus à travers les témoignages et surtout on parlera aussi des particularités de l'université Norbert Zongo et bien sûr des pistes de solutions aussi que les autorités de l'université Norbert Zongo entreprennent pour résoudre certains problèmes. On en parle aujourd'hui et c'est justement le vice-président de l'université Norbert Zongo qui nous parle de tout ça. On écoute son témoignage et puis on revient. Moi, c'est Dr Doua Alain Yabaou. Je suis le vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'université Norbert Zongo. En fait, nous avons 2 promotions, 2 années académiques qui se chevauchent, l'année 23-24 et l'année 24-25. Alors, si on cumule les effectifs, nous tournons autour de 46 000 étudiants pour 200 enseignants-chercheurs permanents. Voilà, selon le dernier bilan que nous avons eu à faire. D'abord, au niveau des infrastructures, nous faisons rouler les promotions, 3 à 4 promotions par jour. Donc, les cours vont de 7h jusqu'à 20h. Voilà, parce que les effectifs sont tels que toutes les infrastructures ne peuvent pas les contenir. Donc, il faut gérer vraiment avec efficience les grandes salles, notamment les salles polyvalentes et les grands amphis. Aussi, ce qui entraîne l'une des causes des retards, c'est la correction des copies. Je viens de vous dire 200 enseignants, alors chacun se retrouve avec 3 000, 4 000 copies. Et donc, nous avons initié le dispositif automatique pour la correction des copies. Et ça nous fait gagner énormément de temps. Et aussi, toujours dans l'innovation, le traitement administratif des étudiants, nous sommes en train de mettre en place, c'est déjà opérationnel, nous attendons seulement les versions papier des diplômes. Donc nous allons mettre tout ça en ligne. Désormais, les étudiants, pour accéder à leurs documents administratifs, ils n'auront qu'à aller en ligne, se renseigner. Dès que les documents sont prêts, ils auront une notification. Votre document est prêt, votre diplôme est prêt, et ils pourront passer physiquement chercher. Par rapport aux cours, nous avons déjà formé l'année dernière tous nos enseignants à la mise en ligne des cours. Malheureusement, ça n'a pas été mis en œuvre parce qu'il n'y avait pas la connexion. Maintenant que c'est le cas, cette année, nous avons prévu de update les enseignants pour pouvoir effectuer ces enseignements en ligne. Ça nous fera gagner énormément de temps. Et je pense que si on réussit à mettre ça en œuvre, d'ici une année, on ne parlera plus de retard ici. L'université Norbert Zongo, en gros, c'est 4 établissements, 3 UFR et un institut où il y a des formations professionnalisantes. Nous avons aussi un centre de recherche, notamment le CERVAM, qui travaille sur la récupération des métaux précieux dans les déchets électroniques.
ils ont réussi à élaborer un solvant qui permettra à terme de se passer d'un solvant tel que le cyanure, le mercure, pour extraire les métaux précieux des minerais. Voilà. Aussi, vous le savez tous, nous avons un projet, comment dirais-je, les projets au niveau du spatial. Et actuellement, nous avons mis en œuvre un centre. Et bientôt, nous sommes en train de rédiger les textes pour le grand public, parce qu'ils pourront venir un peu s'initier, vraiment pour le grand public. Hein. Et notamment, nous comptons beaucoup sur les élèves du secondaire, pour venir un peu avoir la vocation de faire des études spatiales. Alors, on appelle ça un planétarium. Donc, à l'intérieur, vous aurez un peu des lunettes 3D où ils pourront aller se promener dans l'espace en grandeur réelle, vraiment pour susciter la vocation. Voilà, à ces sciences spatiales. Nous sommes ravis de recevoir ce matin Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Alors, les titres des journaux d'abord. Oui, je commence avec le journal L'Observateur parle à sa une ce matin. Le DG de Yalagado à l'Obs. Bilan de santé de l'hôpital avec Ousmane Néré, écrit le journal. C'est une interview à lire à la page 14 du journal. Assèchement des sources de financement du terrorisme. La douane burkinabé a saisi en 2024 des marchandises illégales d'une valeur de 3,4 milliards de francs CFA, écrit l'observateur Palga outraille à magistrat. Petronil Tarpaga condamné à 3 mois de prison avec sursis. Sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris. Et l'Afrique dans tout ça, s'interroge le journal. AS Echo, mort du coach Gansouré dans un accident de voiture, écrit le journal. Passons donc avec le journal Aujourd'hui au Faso. À sa une ce matin, on peut lire assèchement de l'économie et financement du terrorisme. 3,4 milliards de francs CFA de marchandises illégales saisies en 2024 par la douane burkinabé. Sommet international sur l'intelligence artificielle de Paris, calcul, données, connectivité, langue vernaculaire, énergie, comment l'Afrique peut s'engouffrer dans le train de l'intelligence artificielle, une analyse à lire à la page 5 du journal. Un autre titre de ce journal, c'est l'exportation frauduleuse de la manne de karité. Le journal nous apprend que plus de 10 tonnes a raisonné à Galgouli, c'est à lire à la page 3 du journal. Appel à témoins des irrégularités constatées sur les quittances Trésor de l'environnement de Kobrim. Coopération multilatérale. Le représentant résident de l'UNFP chez le ministre Karamoko Traoré. News du jour, dans cette rubrique, on peut lire Petronil Tarpaga écope de 3 mois de prison avec sursis. Les assises nationales se tiendront du 15 au 9 février au Niger. Le Vatican s'inquiète des conséquences de la restructuration de l'USAID. C'est à dire toujours dans ce journal. Tidiane Thiam renonce à sa nationalité française, nous apprend le journal Aujourd'hui au Faso. Allons donc avec le journal Bobolé, l'Express du Faso, qui barre à sa une ce matin. Coup d'appel de Bobo du Lasso, l'opération casier vide en route pour juger 1088 dossiers. Saint-Valentin, la fête des amoureux, arrive. Nous avertit donc le journal. Dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit campagne agricole sèche pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, la Sofitex va implémenter sa politique. Douane au Burkina, des marchandises illégales pour 3,4 milliards de francs CFA saisies en 2024. Le journal de tous les Burkinabés citoyens, dans sa parution du jour, nous parle des réformes du système éducatif et écrit « Les ministres chargés de l'éducation font le point au Premier ministre ».
Nouvelle du front, test réussi de nouveaux missiles par l'armée burkinabé dans le centre nord. Campagne agricole sèche dans les hauts bassins des champs de blé à perte de vue. Nous parle donc de cela citoyen. Opération quasi vide à Bobo Dioulasso. Le ministre Edasso Rodrigue Bayala salue l'effort des magistrats. Assèchement des sources de financement du terrorisme. La douane saisit des marchandises illégales de 3,4 milliards de francs CFA en 2024. Le journal Le Pays, dans sa livraison de ce matin, on peut lire Moussa Petit-Sergent, l'humoriste, déclare « Nous voulons coloniser la France avec l'humour burkinabé ». Gala international de boxe Fight for Peace, le réalisme de Mathias Napaongo face au show de Georges Moreno. Trafic servant au financement du terrorisme, 3,4 milliards de francs CFA saisis par la douane en 2024. C'est un autre titre du journal Le Pays. Le Pays toujours nous apprend donc à propos de outrage à magistrat que Petronille Tarpaga est condamné à 3 mois de prison et une amende de 250 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. Révélation dans cette rubrique, Le Pays écrit, plaque d'immatriculation au Burkina, de nouveaux tarifs fixés. Dialogue gouvernement-syndicat, se voir en partenaire et non en adversaire, conseille donc le journal Le Pays. Pour terminer, Le Pays dans sa rubrique Actu Sport nous apprend qu'un mort et de nombreux blessés enregistrés dans l'accident du cas d'un club de 2e division. Terminons avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien, dans sa parution du jour, parle donc de la période de canicule au Burkina et écrit « La Sonabel renforce ses capacités pour répondre à la forte demande. Opération quasi vide à Bobo Dioulasso, 1088 dossiers mis en jugement. Expulsion annoncée d'immigrants illégaux par l'administration Donald Trump des Burkinabés vivant aux États-Unis décrypte. Accident de bus de l'AS Eco D2 Burkina, décès du coach, plusieurs blessés enregistrés. Merci Alphonse pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité et nous parlons de cette opération quasi vide, cette fois-ci à Bobo Dioulasso. Oui, cette fois-ci à Bobo Dioulasso, 1088 dossiers mis en jugement. Le ministre en charge donc la justice, Maître Edasso Rodrigue Bayala, a donc donné le top de départ, ce qui veut dire que pendant quelques jours, les juges auront donc cette charge, en tout cas, d'éplucher beaucoup de dossiers qui attendent depuis d'être jugés. Je pense que c'est l'exemple de Ouagadougou qui a donc été propagé, qui s'est propagé donc du côté de Bobo Dioulasso. Les gens ont apprécié parce qu'en un laps de temps, on a pu donc évacuer, vider, en tout cas beaucoup de dossiers, ce qui veut dire qu'après un bilan qui a été fait, le procureur a même annoncé, le président du tribunal a même annoncé, oui, le procureur a annoncé effectivement la poursuite de cette façon de juger, parce que ça rentre vraiment dans le cadre d'être en contact avec les citoyens. Les gens se plaignent par moment qu'il y a une lenteur au niveau du traitement donc, des dossiers, il y a une lenteur au niveau de la justice en termes de jugement des dossiers. Avec cette manière, on va arriver vraiment à vider, d'où le nom opération quasi vide, parce que c'est important, il y a beaucoup de dossiers. Vous avez remarqué qu'il y a des dossiers qu'on a évoqués et qui ont été appelés et on s'est rendu compte que ce sont des dossiers prescrits. Donc, comment se fait-il qu'on ait toujours des dossiers qui attendent depuis et qui ne sont pas jugés jusqu'à arriver donc à la date de la prescription? Ça montre que si on a cette manière de faire les choses, je pense qu'on aura de moins en moins de dossiers prescrits. On aura vraiment réparé les injustices faites à certains citoyens.
parce que c'est ça aussi la question. Le dossier est prescrit, mais ça ne veut pas dire que les deux parties ont donc été satisfaites. Non. Certainement, quelqu'un a été donc lésé du fait de la lenteur du jugement de tel ou tel dossier. Donc, pour cette fois-ci, c'est à Bobo Dioulasso et je pense que le top départ qui a donc été donné, les juges vont donc accélérer pour qu'en un temps record, on puisse avoir jugé vraiment ce dossier qui a donc été, ce tas de dossiers qui ont donc été communiqués. Donc, c'est une bonne chose. Alors, deuxième sujet, on s'intéresse à l'actualité internationale, mais qui implique des Burkinabés. Expulsion annoncée d'immigrants illégaux par l'administration Trump. Des Burkinabés vivant aux États-Unis sont inquiets. Et avec juste raison, avec juste raison, même nous qui ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes tous inquiets parce que d'une manière ou d'une autre, on a peut-être un frère ou une connaissance, ou en tout cas on connaît beaucoup de gens qui sont donc du côté du pays de l'oncle Sam, ce qui veut dire que dès lors que l'annonce a été faite, beaucoup ont commencé à s'inquiéter. Comment cela va se faire? Est-ce qu'il y aurait une possibilité de tri? Parce qu'on parle des immigrants illégaux. Mais en réalité, selon les témoignages donnés par ces citoyens burkinabés vivant aux États-Unis, dans certains États, ça varie d'un État à un autre. Okay. Quand vous êtes à New York, on parle de plus de 10 000 Burkinabés vivant donc à New York, en Pennsylvanie également, dans beaucoup de zones, parce qu'ils ont subdivisé en zones au niveau donc des communautés burkinabés vivant aux États-Unis. Dans chaque État, pratiquement, il y a des représentants pour en tout cas suivre la chose. Ce qui veut dire que d'un État à un autre, la manière varie. Il y a des États dans lesquels on ne fait pas le tri. Que vous soyez donc un immigrant légal, on peut vous prendre, ou vous n'avez pas les documents, on vous prend. C'est-à-dire il n'y a pas de tri dans certains États, principalement à New York. Donc ça fait que beaucoup sont dans la cachette aujourd'hui. Pour travailler, c'est difficile. L'autre chose dans certains États, ce qui a donc été donné de voir, c'est que effectivement, on respecte ce principe qui est que quand vous avez les documents, vous ne devez pas être inquiété, sauf si vous avez donc commis des crimes. Dans ce cas, si vous avez fait la prison, vous ne pouvez pas vous échapper. Donc, c'est une lourde charge aujourd'hui parce que c'est une promesse du président Donald Trump. Et les Américains qui l'ont voté largement, il a gagné le vote populaire et il a gagné le vote au niveau des grands électeurs. Forcément, il doit appliquer sa promesse de campagne. Vous avez vu qu'actuellement, il y a une pluie de décrets qu'il est en train de signer qui tombe. Ça montre sa rage d'aller très vite, malgré tout, et contre vent et marée. Donc ça inquiète. Ce n'est pas seulement au niveau des immigrants illégaux, même au niveau économique, que ce soit aux États-Unis ou des partenaires avec les États-Unis, au niveau diplomatique, Donald Trump est en train de tout chambouler, au point qu'on se demande comment cela va se passer. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout, il est en train de rebattre les cartes avec ses partenaires, avec tous ceux-là qui travaillaient avec les États-Unis. Donc, on comprend vraiment l'inquiétude de ces Burkinabés. Heureusement que ce sont des gens qui se communiquent, qui se partagent les idées. C'est vrai, il a l'ambition d'expulser pratiquement tout le monde, mais il ne va pas pouvoir le faire intégralement parce que ça va être difficile. L'autre élément qu'ils ont évoqué, qui a retenu mon attention, est que sous Biden, il y a eu beaucoup d'immigrants qui sont donc arrivés aux États-Unis. Ça fait que à un moment donné, le train de vie était devenu difficile. C'est-à-dire le pouvoir d'achat a donc connu une baisse et la vie est devenue difficile. Parce qu'il y a eu beaucoup d'immigrants qui sont arrivés et ça fait que pour gagner un boulot, ça devient difficile. Avant, c'était facile de s'offrir donc un boulot, mais avec le temps, avec ce nombre important, il a donc été dit qu'on passe donc par un concours, en tout cas un petit test pour recruter les gens. Donc ça fait qu'il y a beaucoup qui
est dans la nature, qui n'ont pas de boulot. Ce ne sont pas seulement les Burkinabés, beaucoup d'Africains, j'imagine, et même ceux qui viennent d'arriver. Vous savez qu'avec ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au niveau de certains pays, il y a des gens qui fuient malgré tout, malgré l'interdiction, pour venir aux États-Unis. Donc, du coup, ça joue sur ceux qui y étaient déjà, et ça joue aussi sur ceux qui viennent d'arriver. Donc, à tous les niveaux, je pense qu'aujourd'hui, prions que certains États ont même commencé à suspendre au niveau de la justice certains décrets de Donald Trump. Parce que là-bas, la justice, elle est vraiment indépendante. Donald Trump peut prendre un décret, demander à ce que ce décret soit appliqué, mais il arrive que dans un État, la justification peut estimer qu'il n'a pas suivi les normes. On parle donc d'un processus incontrôlé. Donc, en ce moment, la justice peut suspendre l'application de ce décret. Et dans ce cas, des citoyens peuvent vraiment se faufiler et rester toujours aux États-Unis. Donc, ça varie d'un État à un autre. D'accord. On verra bien comment ça va évoluer, cette actualité. Des anciens responsables en maille à partir avec la justice. Oui, ça c'est au Burkina. Au niveau de la Sonature. Parce que au moins, c'est quoi, ces deux anciens DG, la Sonature et un ancien directeur commercial, principalement, c'est une vingtaine de personnes. Okay. Voilà, mais les têtes de proue, ce sont celles-là que je cite, qui sont donc devant la barre pour s'expliquer, parce qu'il a été indiqué qu'ils ont vendu, il y a un responsable, un ancien DG, qui a vendu des terrains au niveau donc, de la zone Ouaga 2000, des terrains de la Sonature, au-delà du prix qui avait été fixé. Mais quand on lui a demandé, voilà, il a reconnu les faits, et puis il a dit qu'il a reversé ce qui devait revenir à l'État. Maintenant, le surplus qui s'élève à plus de 100 millions, donc est rentré dans ses poches. Oui, le surplus. Ah, oui. Donc, qu'est-ce qu'il en a fait avec cette somme? Il dit qu'il a fait des dons. Il n'a pas investi dans l'immobilier. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Bon, seulement, il a avoué, avant, bien sûr, d'autres personnes, avant que d'autres personnes n'arrivent. Mais moi, ce qui m'inquiète à ce niveau, c'est qu'on doit, en tout cas, continuer avec les enquêtes. Parce que je vous dis qu'au niveau de la Sonature, je vous dis qu'il y a des gens, des citoyens qui ont une dizaine de parcelles, de la Sonature, une vingtaine, beaucoup. Mais ça nous intrigue. Comment se fait-il que les mêmes personnes soient donc des bénéficiaires, des acquéreurs de parcelles au niveau donc avec la Sonature, pendant que d'autres citoyens sont là, ils cherchent pour avoir même une seule parcelle, c'est compliqué. Je pense que les autorités peuvent continuer avec les enquêtes. On va arriver à dénicher tous ceux-là qui ont donc collaboré, qui ont donc user des subterfuges pour voler l'État, pour voler les citoyens. Il n'y a pas qu'au niveau de la Sonature, même au niveau des mairies. Rappelez-vous qu'en 2015, il y a des commissions ad hoc qui avaient été mises en place pour faire le point des différents lotissements qui avaient été faits et des parcelles vides qui avaient été identifiées et enregistrées. Aujourd'hui, depuis 2015, sous la transition, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une idée comment ces parcelles vides identifiées au niveau des arrondissements à Ouagadougou principalement ont donc été gérées. Est-ce qu'elles ont été attribuées à des citoyens et comment? Je pense que si l'État met le cap au niveau des arrondissements, on va prendre des anciens responsables au niveau des arrondissements. On va prendre des citoyens qui ont aussi, en tout cas, volé les Burkinabés. Je pense que à tous les niveaux, on doit sentir les lignes bouger. Il n'y a pas qu'au niveau de la Sonature. Et déjà, on dit merci à l'autorité qui ne badine pas là-dessus. Et tu as vu même au niveau de la justice, à Banfora, on a parlé de magistrats. Un président de tribunal. C'est ça. Bon, c'est vrai, c'est un présumé coupable pour le moment, mais déjà, le nom collé à cette histoire-là, ça fait mal. Oui. Voilà, ça fait mal. On ne doit pas... Celui chez qui on doit aller pour dénoncer le fait que peut-être on a été lésé. C'est compliqué. C'est pas simple. En tout cas, je ne crois pas qu'un juge doit se transformer en un démarcheur. Voilà.
jusqu'à vendre des parcelles. C'est Bon, pas bien. écoutez, c'est pas simple. On termine par la Côte d'Ivoire. Oui. La double nationalité de Tidjane Thiam fait débat. Tout à fait. Depuis 2 ou 3 jours, hein, sinon une semaine, Tidjane Thiam, il faut noter que c'est le président du PDCI RDA, le parti de Félix Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, le parti de feu Henri Konan Bédié aussi. Rappelez-vous que c'est après le décès de Henri Konan Bédié que Tidjane Thiam a déposé ses valises en Côte d'Ivoire, sinon il était à l'étranger. Il est arrivé parce qu'il voulait prendre les rênes du parti, chose qu'il arrivait à le faire. Et après le congrès qui a été organisé, il a donc déclaré que les congressistes ont demandé à ce que lui, il soit donc le candidat du parti. Déjà, ça posait un problème parce qu'aujourd'hui, au niveau de ce parti, il y a Jean-Louis Bion, qui n'est pas aussi un cadre de moindre, qui, en tout cas, est en train de battre campagne au nom du PDCI pour être candidat, en tout cas pour se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc nous sommes à quelques 9 ou 8 mois des élections présidentielles. Et Tidjane Thiam, en tout cas, on ne sait pas comment les choses sont passées. Les gens ont découvert qu'il a toujours une double nationalité, sinon plusieurs nationalités. Voilà. Il a la nationalité française, alors qu'au niveau de la constitution ivoirienne, quand vous avez 2 nationalités, vous ne pouvez pas, en tout cas, vous présenter, faire acte de candidature. Mais comment se fait-il qu'un homme politique qui se dit différent des autres se laisse prendre dans un tel piège parce que c'est un journaliste, un chroniqueur, Arthur Banga, qui l'a révélé au niveau de la télé MCI, que Tidjane Thiam n'est pas sérieux avec les militants, il n'est pas franc avec les militants du PDCI, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore renoncé à sa nationalité française. Et ça, c'est un crime pour lui. Il est en train de flatter les militants du PDCI, et ça, ce n'est pas normal. Il ne peut pas jouer avec avoir cette posture-là. Et 2 jours ou 3 jours après, effectivement, Tidjane Thiam, ses partisans ont commencé à dire que c'est faux, voilà qu'il a la nationalité ivoirienne, exclusivement la nationalité ivoirienne, mais l'intéressé est sorti dire qu'effectivement, bon, lui, il a enclenché la procédure pour libérer sa nationalité française, en tout cas pour se consacrer à l'élection présidentielle qui arrive. Donc, ça fait débat aujourd'hui au niveau de la presse ivoirienne, et même Laurent Gbagbo, l'ancien président, a même déclaré que on ne peut pas jouer avec la nationalité ivoirienne. Soit on est ivoirien ou on ne l'est pas. On ne peut pas être ivoirien, encore avoir la nationalité française ou danoise ou finlandaise. Donc, pour dire qu'il doit être sérieux avec la chose. Aujourd'hui, c'est le RHDP, le parti au pouvoir, qui se moque vraiment de cet état de fait, parce que ça mobilise à leur niveau. Ça mobilise à leur niveau. Donc, en un mot comme en mille, il faut dire que la scène politique ivoirienne est animée aujourd'hui. À tous les niveaux, les militants bougent d'un parti à un autre. Les gens investissent les régions, les provinces, pour commencer à mobiliser la troupe, les militants, parce que les élections, c'est dans quelques mois, en 2025. Mais jusqu'aujourd'hui, le président sortant Alassane Dramane Ouattara garde toujours le suspense. Il dit qu'il va se prononcer au moment opportun. On attend vraiment ce moment opportun là. Je sais que ça va faire jaser aussi en termes d'actualité. On verra bien. Merci bien, Alphonse, pour ces analyses. Et puis on marque une petite pause. C'est le temps juste de découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. On retrouve nos invités juste après. Nous recevons comme invité ce matin Elhadj Inoussa Nana, le représentant du président du mois de l'unité d'action syndicale, l'UAS. Bonjour Elhadj. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci. Merci à vous d'être là. Alors, vous avez eu à échanger avec le gouvernement. Donc, je vais parler des syndicats du Burkina, qui ont échangé avec le gouvernement. Ça s'est achevé le 7 février dernier. Donc, on va faire le point ensemble à travers l'entretien. Mais il faut noter et rappeler que ça fait 4 ans que vous n'avez pas eu de discussion directe comme ça avec le gouvernement. Est-ce que ce fut quand même 4 années de longues attentes? Parce que ce fut quand même des années aussi où on ne voyait pas les syndicats sur le terrain, en termes de meetings, en termes de revendications et autres. Est-ce que c'était quand même une longue attente? Bon, effectivement, il faut dire que c'était une longue attente parce que, comme vous le savez, généralement,
entre le gouvernement et puis les organisations syndicales, on devait pouvoir échanger de façon permanente. Mais il se trouve que depuis 2021, effectivement, on n'a pas pu tenir ces rencontres. Et si on avait aussi quand même des syndicats qui ne bougeaient pas beaucoup, je vais parler qui n'organisaient pas, par exemple, des meetings, des revendications et autres, est-ce que c'est lié à peut-être la gouvernance ou à la situation sécuritaire? Bon, il faut dire qu'il y a les deux. C'est vrai qu'il y a la situation sécuritaire également. Voilà, mais donc au niveau des organisations, c'est vrai qu'on continue toujours de faire des activités, mais il faut reconnaître qu'effectivement, avec la situation sécuritaire, nos activités ont été un peu réduites. Pas trop de grand bruit. Bon, pas trop de grand bruit, mais ce qui n'a pas empêché en tout cas que nous continuons de faire nos activités. Ok. Alors, parce qu'aujourd'hui, en fait, certains ont cette notion ou cette pensée de dire que si vous sortez parler ou revendiquer des choses, on risque de vous amener au front. Est-ce que c'est ça qui ralentissait aussi les membres Bon, c'est pas totalement ça. Voilà, mais ce qui est sûr, bon, comme vous l'avez suivi peut-être, nous avons trouvé qu'effectivement en temps, bon, la parole n'était pas totalement libérée, hein, donc ça fait que les gens effectivement évitaient souvent de tenir certains propos. Bon, mais nous n'avons pas manqué de souligner cet aspect-là pour dire qu'à notre niveau, nous pensons qu'il faut permettre voilà, aux gens de pouvoir s'exprimer, notamment les organisations syndicales, parce que bon, nous sommes des partenaires et on est censé pouvoir donner des contributions par rapport à certaines questions qui concernent la nation. Donc, quand on vous rappelle sur la table de discussion 4 années après, vous préparez certainement à y aller avec les grands points sur lesquels vous comptez revenir. Sur quoi est-ce que vous avez échangé avec le gouvernement? Bon, d'abord, il faut dire que la rencontre était sur les mises en œuvre des engagements, notamment de 2015, 2016 et 2021. Ok, pas de nouvelles revendications, mais la mise en œuvre des engagements. Et puis les réponses au cahier de doléances de 2022. Voilà, c'est autour de ces points-là que nous avons tenu la rencontre. Et qui tournait autour d'une quarantaine de doléances avec lesquelles vous êtes partis. Des comptes rendus nous revient que c'est 13 doléances que le gouvernement a pris comme des points de départ pour des pistes de solutions. Pour commencer, est-ce qu'on peut revenir quand même sur quelques points qui sont en train de trouver solution? Oui, il faut reconnaître qu'effectivement, vous parlez de près de 40 points, mais il faut reconnaître que c'est la mise en œuvre des engagements. Donc, le gouvernement avait déjà en tout cas essayé de mettre en œuvre certains engagements. Donc, ils ont porté à notre connaissance, nous avons regardé. Mais il faut reconnaître que bon, il y a d'autres engagements que nous n'avons pas trouvé satisfaction. Il y a d'autres qui ont trouvé peu de satisfaction. Donc, c'est sur ces engagements-là que nous sommes revenus pour qu'on puisse vraiment regarder. Voilà, mais c'est vrai que concernant ces engagements, bon, il y a d'autres qui ont trouvé des satisfactions, hein. Voilà, il faut reconnaître ça. Donc maintenant, ceux-là qui n'ont pas trouvé de satisfaction, c'est sur ces questions que nous avons échangées et nous avons fait des observations. Et c'est sur ces points que le gouvernement a certainement accepté d'inscrire certains points où nous avons vraiment insisté là-dessus pour que ça puisse être reversé dans le comité technique de suivi des engagements, des rencontres du gouvernement syndical. On peut avoir quelques engagements dont vous parlez? Bon, généralement concernant les engagements, la mise en œuvre des engagements est issue des rencontres du gouvernement syndical de 2015, 16 et 21. Bon, il faut dire qu'il y a au moins 6 points, 6 points d'engagement que je vais peut-être vous citer. Il y a d'abord la non-mise en œuvre de la recommandation du comité technique de suivi relative à la prise d'une circulaire sur la représentation des organisations syndicales devant la Cour de cassation. Et le deuxième point, c'est les problèmes liés au reversement de certains agents de la fonction publique dans le statut général.
Il y a un troisième point, les travailleurs des garderies populaires, vous savez, au lieu de la reconstitution des carrières demandée par les organisations syndicales des travailleurs, le gouvernement a procédé au paiement d'une tranche de l'indemnisation des travailleurs. Il y a un quatrième point qui est la non-implication de l'IAS dans l'examen de la structure de prix des hydrocarbures. Et puis il y a la suite donnée à la relecture d'Equity en 4023 du 23 août 1986 portant fixation des modalités de transport définitifs par voie terrestre et en dernier lieu le projet de réglementation et le contrôle des loyers. Voilà ces points-là qui sont issus de la mise en œuvre des engagements sur lesquels nous sommes revenus pour quand même dire qu'il faut que le gouvernement puisse regarder. Voilà, et le gouvernement a accepté à ce niveau-là, reverser ces points-là au niveau de la commission l'équipe technique de suivi. De la quand on dit que en fait, ce sont des points reversés à l'équipe technique de suivi des engagements, ça veut dire qu'une solution n'a pas été trouvée, ou est-ce qu'en équipe technique, c'est sûr qu'après le gouvernement va... Bon, le comité de suivi, c'est juste pour s'assurer qu'effectivement ces engagements qui ont été pris au niveau du gouvernement vont être mis en œuvre. Voilà, c'est tout ça. Alors, je rappelle que cette rencontre a eu lieu du 6 au 7 février, donc à l'immeuble bancaire à Ouagadougou. C'était l'occasion pour vous aussi de dénoncer un certain nombre de faits, donc on va en parler. Vous êtes revenu sur le licenciement arbitraire, selon vos mots, donc de M. Moussa Diallo, secrétaire général de la CGTB. C'est ça. Alors, vous êtes revenu sur la question de la vie chère et l'opérationnalisation également du régime de l'assurance maladie universelle. Sur ces 3 points-là, j'aimerais bien avoir vos explications. Pourquoi c'est important pour vous de dénoncer ces aspects? Donc, on commence par le licenciement arbitraire d'un de vos membres. D'accord, donc il faut d'abord préciser que, effectivement, en allant à la rencontre, bon, il y avait les points qui étaient inscrits, c'est certainement concernant la mise en œuvre des engagements de 2015, 2016 et 2021, et puis la réponse au cahier de doléances de 2022. Mais il faut reconnaître que les travailleurs avaient aussi des attentes, de fortes attentes par rapport à certains points. Voilà, que nous avons souhaité inscrire en divers. Et comme vous le savez, le plus souvent, lors de ces rencontres-là, effectivement, sur place, il y a des points que nous pouvons inscrire en divers pour être examinés. Voilà, donc c'est des points actuels qui nous tiennent à cœur et que nous avons souhaité pouvoir échanger avec le gouvernement sur ces points-là. Bon, surtout que nous n'avons pas eu l'occasion, depuis, comme vous avez dit, près de 4 ans, on n'a pas échangé. Donc c'était l'occasion pour nous de pouvoir revenir effectivement sur ces points. Mais est-ce que concrètement vous avez eu à faire des demandes express ou bien vous avez juste dénoncé? Par exemple, pour notamment le licenciement de M. Moussa Diallo. Bon, il faut dire que généralement, bon, nous d'abord on cherche à comprendre parce que nous avons d'abord signifié le manque de dialogue du gouvernement par rapport à ces questions-là avec les organisations syndicales, parce que nous avons eu adressé des correspondances au gouvernement concernant les sujets sur lesquels vous venez d'évoquer. Voilà, donc pour comprendre, nous avons écrit à notre ministre de tutelle. On n'a pas eu de réponse. On a écrit. Vous êtes passé par des courriers. Voilà, par des courriers. Voilà, pour comprendre. Donc, on a écrit au notre ministre de tutelle, notamment le ministre de la fonction publique. On n'a pas eu de réponse. Nous avons écrit au ministre de l'administration territoriale, également sans suite. Et nous avons même écrit au Premier ministre, et à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et tout ça, ces correspondants-là sont restés sans réponse. Voilà, donc nous avons trouvé que la rencontre gouvernement syndicat, c'était l'occasion pour nous de pouvoir vraiment aller à fond sur ces questions-là. Voilà. Et vous avez parlé bien sûr de la question de la vie chère. Est-ce que vous avez demandé que des solutions soient trouvées? Oui, bien sûr, il faut reconnaître que c'est les points dont vous parlez là, c'est des points qui ont été inscrits en divers. Donc c'était rapidement... C'est en divers, parce que d'abord le gouvernement, on a compris que le gouvernement en venant sur la table pour échanger avec les travailleurs, effectivement n'avait pas mis dans l'air, on a compris qu'ils n'ont pas, c'est comme s'ils n'ont pas eu mandat, ou du moins ils n'ont pas inscrit ça pour être discuté. Voilà. Mais ça fait l'objet d'une correspondance que nous avons adressée à son Excellence Monsieur le Premier ministre pour lui signifier comme quoi ces points-là nous tiennent à cœur et que nous souhaitons pouvoir en discuter. Voilà. Mais on a constaté qu'à la rencontre, bon,
effectivement, le gouvernement n'a pas souhaité aller à fond dans ces questions-là. Ça veut dire que les deux parties, j'aimerais bien comprendre, pour nous qui ne sommes pas dans la salle, est-ce que pour les deux parties, par exemple, il y a ces points sur lesquels vous devrez discuter qui sont inscrits de part et d'autre avant la rencontre? Exactement. Ok. Donc, les points que vous avez évoqués et souhaité aborder, on ne l'a pas inscrit. C'est pas inscrit, mais il faut dire qu'on l'avait signifié par correspondance pour dire qu'effectivement, à la rencontre, c'est bien que ces points ne sont pas inscrits, mais nous souhaitions pouvoir en tout cas en parler, en discuter et échanger par rapport à ces points. C'était à titre d'information. Bon, mais à la rencontre, on a vu que le gouvernement n'a pas accepté qu'on puisse effectivement inscrire ça comme des points divers et aller à fond dans les échanges. Mais bon, quand même, signalons qu'ils ont quand même accepté que nous puissions donner des explications concernant ces points-là. Voilà, que nous trouvons déjà que c'est une bonne chose. Alors, El Hadj Nana, parlons de l'opérationnalisation du régime de l'assurance maladie universelle, qui n'est pas très connu d'abord de certains travailleurs même et des Burkinabés. Qu'est-ce que vous reprochez justement, parce que vous avez dit que la décision a été prise sans avoir tenu des amendements de l'UAS, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est proposé? Et qu'est-ce que l'UAS avait proposé qu'on ajoute? Bon, il faut reconnaître qu'effectivement, l'assurance maladie universelle a été aussi soutenue par les organisations de travailleurs. Parce que nous avons souhaité qu'effectivement qu'on puisse mettre en œuvre l'assurance maladie universelle. C'était pour au Burkina, tout le monde puisse se soigner. Voilà, en passant les travailleurs et même toute la couche de la population puisse se soigner. C'était l'idée. Mais nous avons remarqué qu'au moment de l'opérationnalisation, il y a beaucoup de points qui ressortent, qui nous interpellent. Voilà. Et donc, sur ces points-là, nous avons fait une correspondance adressée au Premier ministre pour quand même qu'on puisse regarder ces points-là et qu'on puisse voir si on peut apporter des solutions. Voilà. Donc, ce sont ces questions-là que nous avons souhaité vraiment qu'on puisse échanger là-dessus. Mais bon, en tout cas... Le taux de pourcentage de la couverture. Bon, il y a le taux, mais pas seulement le taux. Il y a d'autres choses, telles que par exemple, comme vous le savez, dans les entreprises, il y a déjà des travailleurs qui bénéficient d'une assurance couverture, par exemple de 80 à 100%. Déjà, donc ils sont pris en charge. Et lorsqu'ils sont malades, ils sont pris en charge. Voilà, donc si l'assurance maladie vient encore s'ajouter, on doit faire des retenues sur les salaires des travailleurs. Bon, alors que ce que nous avons regardé, le panier de soins ne prend pas forcément en compte certaines maladies. Donc on a peur qu'on puisse effectivement aller dans ce sens et que des travailleurs se trouvent obligés encore, c'est-à-dire il y a l'assurance maladie, ils ont payé, mais que... on ne puisse pas les soigner convenablement et qu'ils seront obligés encore de bourser de l'argent pour aller se faire soigner. Donc ce sont sur ces questions-là que nous avons voulu que le gouvernement puisse regarder. Voilà, mais bon, il faut noter que à la rencontre, il y avait le directeur général de l'assurance maladie universelle qui était là, qui a voulu effectivement nous donner d'autres explications, mais nous pensons qu'effectivement, nous devons pouvoir encore nous retrouver pour aller à fond sur ces questions-là. Après cette rencontre, El Hadj, gouvernement, syndicat, si on vous demande qu'est-ce que les syndicats ont vu, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Bon, d'abord, ce qu'on a eu, on a eu d'abord à ce qu'on puisse mettre en marche le dialogue. Donc, qu'on réveille le dialogue, qu'on puisse échanger. Déjà, c'est un pas. Voilà. Et il y a des questions aussi également sur lesquelles, par exemple, si je parle du code du travail, vous voyez, ça c'est important pour nous. Le code du travail qui était bloqué depuis 2022. Pas 2022, depuis 2017, depuis que nous avons travaillé à ce qu'on puisse mettre en œuvre ce code du travail-là, qui n'a pas été adopté depuis tous ces temps-là. Donc, au sortir de cette rencontre, le gouvernement s'est engagé à adopter le code du travail. Donc ça, déjà, c'est une avancée. Voilà. Donc, et pas non seulement, il y a également... vous savez, il y a eu aussi des ratifications de conventions que le gouvernement a accepté de ratifier. Voilà. Et puis, vous savez, même le SMIC qui est passé maintenant à 45 000, il y avait des difficultés pour la mise en œuvre. Okay. Voilà, parce que
Alors, le SMIC, évoquer le SMIC comme ça, le montant de 45 000, ça ne suffit pas. Il fallait mettre en place, convoquer la commission paritaire des négociations salariales dans le privé pour qu'elle puisse travailler sur les ajustements. Voilà, comme ça, ça va se répercuter sur l'ensemble des grilles, et que ce soit les employés simples, les agents de maîtrise et même les cadres, qui doivent pouvoir ressentir quelque chose, que le SMIC a augmenté. Voilà, donc le gouvernement a pris l'engagement de faciliter la convocation de cette commission-là. Alors, autant de points que vous citez, et quelle sera la conséquence directe sur le travailleur de Burkina? Bon, la conséquence, c'est que, par exemple, en parlant du code, par exemple, vous savez, il y a des points qui nous tenaient à cœur. Vous savez, jusqu'à présent, si je prends seulement un seul exemple, par rapport au renouvellement des contrats, voilà, de façon N fois, voilà, de façon continuelle, on peut renouveler un contrat N fois, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à N fois. Voilà, donc je pense qu'on a vu des avancées, les négociations que nous avons eues avec le patronat en son temps, pour qu'on puisse revoir voilà, cette façon de faire et éviter qu'on puisse renouveler le contrat N fois. Parce que quand c'est comme ça, ça va clochardiser les travailleurs. Et donc, si on met en œuvre le code du travail, ça va nous permettre d'éviter cette situation-là. Vous avez parlé aussi des travailleurs des zones à fort défi sécuritaire. Vous avez demandé à ce qu'on puisse surtout réunir les conditions nécessaires avant que ces travailleurs ne partent. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des travailleurs, parce qu'ils ne sont pas allés à leur poste, ont rencontré des difficultés avec les dirigeants. Voilà, justement à ce niveau, il faut dire que nous avons essayé de faire comprendre au gouvernement qu'il faut qu'un certain nombre de conditions puissent être réunies à ce niveau-là, pour que le travailleur, à la fin, ne soit pas victime d'une situation dont il n'est pas forcément responsable. Lorsque, par exemple, il y a des zones où on ne peut pas accéder et que les travailleurs, certainement, doivent attendre de l'organisation des convois pour rejoindre. Or que le convoi, ce n'est pas tout de suite. Souvent, ça peut faire 1 mois, 2 mois et traîner avant d'aller. Donc, quand c'est comme ça et qu'après, l'administration va constater que le travail n'est pas à son poste et qu'on va déjà passer voilà, au communiqué ou autre, et que le travailleur ne rejoint pas son poste, le travail peut se retrouver être licencié, or que ce n'est pas de sa faute. Donc c'est toutes ces questions-là que nous avons souhaité que le gouvernement puisse vraiment regarder, pour qu'on puisse vraiment mettre les conditions, mettre le dialogue qu'il faut pour qu'on puisse vraiment trouver des solutions à ce niveau. Merci beaucoup Elhaj pour l'entretien. Donc ça sera quoi la suite? Vous avez échangé avec le gouvernement, il y a un comité de suivi qui a été mis en place. d'abord je pense que vous avez pris connaissance du communiqué final, voilà, qui a produit voilà, nos échanges des 2 jours, il y a ça, et nous attendons d'abord la mise en œuvre de un communiqué pas très détaillé, hein, j'ai envie de dire. Oui, mais je pense que certainement nous qui sommes les acteurs, on va certainement nous engager pour le suivi et la mise en œuvre. Voilà, parce que ces questions qui sont ressorties, et lorsqu'on va pouvoir les mettre correctement en œuvre, je pense que ça va avoir des répercussions, en tout cas sur les travailleurs. Alors, Elhaj, pour finir, on va quand même vous demander de revenir sur peut-être ces 13 points sur lesquels vous êtes accordés en attendant. Bon, les 13 points, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a d'abord 6 points au niveau de la mise en œuvre des engagements. Et il y a 7 points au niveau des réponses du gouvernement sur les cahiers de doléances du 1er mai 2022. Voilà. Donc, en ce qui concerne la mise en œuvre des engagements, ces 6 points-là, je vous avais cité ça, je vous cité plus tôt. Mais concernant, par exemple, les 7 autres-là, c'est d'abord, le premier point, c'est relativement à la ratification des conventions 189 et 181 de l'OIT, respectivement sur les agences d'emploi privées et le travail domestique. Voilà. Il y a également la finalisation de l'adoption du projet de loi portant code du travail. Également, je vous avais cité dont vous parliez tout à l'heure. Okay. Voilà. Et il y a également la mise en œuvre du check-off. Voilà.
Le check-off, c'est ce qui permet aux travailleurs de récolter les cotisations des travailleurs pour soutenir les syndicats. Donc à ce niveau, le gouvernement s'est engagé à transmettre le formulaire type, voilà, pour qu'on puisse déjà aller à l'application du check-off. Il y a également la relecture de la loi 033/2008, voilà, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des EPE. Et le gouvernement s'est engagé à poursuivre le processus et de son adoption. Et le 5e point, c'est relatif au reversement des chauffeurs et de la fonction publique en catégorie D. Voilà. Et puis il y a le 6e point concerne la relecture de la loi 064, voilà, portant liberté d'association. Et également à ce niveau, le gouvernement s'est engagé à faire adopter le projet de loi. Et le dernier point, ça concerne, comme je vous disais tantôt, les négociations pour les augmentations salariales dans le privé. Parce qu'à ce niveau, bon, c'est vrai que ça faisait partie, c'était un point à part que nous avons demandé en son temps, une augmentation de 25%. Bon, mais vu qu'actuellement, bon, la situation aussi de notre pays, voilà, donc nous avons trouvé qu'en mettant la commission paritaire en place pour pouvoir déjà mettre en œuvre le SMIC, voilà, et réajuster les salaires voilà, dans toutes les catégories, ça va permettre que les travailleurs vont quand même sentir comme une augmentation sur des salaires. Oui, même s'ils sont dans le privé. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et là, on a épuisé notre temps d'entretien. Quel est votre mot de fin et puis on se dit au revoir. Voilà, le mot de fin, bon, c'est déjà de dire que, bon, c'est vrai que bon, ça fait quand même près de 4 ans que nous n'avons pas pu rencontrer le gouvernement. Voilà, donc déjà, c'est pour dire que nous saluons déjà cet effort du gouvernement pour que nous puissions aller au dialogue et échanger sur des préoccupations, voilà, concernant le monde du travail. Donc, et inviter les travailleurs aussi à ce qu'on puisse toujours garder le cap et puis faire foi en tout cas au gouvernement. Et puis qu'on puisse effectivement faire le dialogue social en marche et que nous puissions effectivement traiter des questions qui concernent le monde du travail pour le bonheur des travailleurs et les populations en général. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que nous recevions comme invité El Hadj Inoussa Nana, le représentant du président du mois de l'unité d'action syndicale, l'UAS, pour parler donc des conclusions sur les échanges gouvernement-syndicat qui se sont tenus d'ailleurs les 6 et 7 février passés. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient. Nous sommes de retour sur ce plateau et pour la suite de cette émission, nous recevons coach Marina Minougou, épouse Ouedraogo, coach en développement personnel, option vie de couple et éducation des enfants. Et justement, on en parle aujourd'hui. Bonjour à vous, coach Marina. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, permettez-moi quand même de préciser que vous êtes l'épouse de coach Simon Ouedraogo. Okay. Même si vous ne souhaitez pas qu'on précise à tout moment. Okay. Mais c'est bien quand même de préciser. Donc, on passe le bonjour d'ailleurs à coach Simon. Alors, aujourd'hui, on parle de l'éducation donc des enfants. On parle de vie de foyer, pour ne pas dire qu'on parle de management de sa vie de couple, éducation de son enfant et puis de son entreprise en même temps, parce que vous avez une formation à venir. Mais avant, on va parler justement de ce thème-là. Alors, coach, quel est le constat que l'on fait concernant l'organisation pratique des femmes en ce qui concerne la vie de couple, l'éducation des enfants et puis la gestion de son travail? Ok. Ici, c'est de souligner que beaucoup souffrent parce qu'elles n'arrivent pas à concilier en fait. Et c'est juste une organisation que ces personnes veulent pour pouvoir s'en sortir. Donc, de mon expérience, il y a beaucoup dans la vie de couple, quand on leur dit d'aller faire autre chose, voilà, elles sont énervées, elles sont agitées, voilà. Même du côté de l'entreprise, souvent c'est un peu compliqué parce que tu n'arrives pas à gérer le stress de la maison, le mari qui est là, les enfants qui sont là, arriver au travail aussi. Donc ce qui fait qu'il y a d'autres qui me disent non, je ne peux pas. Et pourtant, moi qui suis là, je peux vous dire que je gère les 3 ou plus de 3. Voilà, j'ai mes entreprises que je gère, j'ai voilà, mon foyer que je gère, bon, allant en profondeur, mes enfants aussi. Et ce choix, vraiment, je l'ai fait
En me formant, bien sûr, parce que souvent c'est l'ignorance aussi qui fait que à un certain moment on n'arrive pas à s'en sortir. L'ignorance c'est vraiment un peu compliqué pour ces personnes. Donc ce qui fait que je suis tout le temps en formation, je suis tout le temps en train de les conseiller comment vous devez faire, parce que de nature la femme est multitâche. Ça veut dire vous pouvez lui donner jusqu'à 10 tâches et elle va le faire sans problème si elle est bien organisée. Voilà. Donc si on n'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce qu'il peut arriver aussi que certains points sur certains points, vous n'arrivez pas à gérer? Par exemple, quand on défavorise le couple pour le boulot, quand on défavorise le boulot pour le couple lorsqu'on n'arrive pas à s'organiser. Bon, ici, c'est comme je l'ai dit, j'ai pris le temps d'apprendre comment ça doit se passer. Parce que dans toute chose, il faut apprendre les bases. Chez nous, ici, les choses, on ne prend pas le temps d'apprendre. Par exemple, pour être entrepreneur, il faut aller faire au moins les bases d'une formation en développement personnel où on va te détailler comment les choses doivent se passer. Même en voulant aller dans la vie de couple, nos jeunes filles devaient être formées pour qu'elles sachent qu'une fois dans le foyer, voilà ce qui se fait, voilà ce qui ne se fait pas. Quel est le temps que tu dois consacrer pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille et pour toi-même. Et aller en profondeur encore pour ton entreprise. Lorsqu'on est perdu sur ces points, ça veut dire que vraiment ça ne va pas donner. Donc il vous faut des formations de base. Et ces formations de base, moi j'aime dire aux gens, aller vers le développement personnel. C'est là-bas où tu peux apprendre spiritualité, apprendre l'économie, apprendre vie de couple, apprendre tout ce que tu peux imaginer sans passer par les bancs d'une école. D'accord. Et tu t'en sors très bien. Tu t'en sors très bien. Est-ce qu'il y a des conséquences aussi ou des inconvénients lorsqu'on n'arrive pas à concilier ces trois aspects dont on parle aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a assez de conséquences parce que de nos jours, on remarque que l'incapacité de gérer sa vie de couple et son entreprise a fait fuir beaucoup de femmes dans leur foyer. Parce que pour elles, c'est dur, c'est pénible. Je vais aller faire mon activité, courir de gauche à droite. Je reviens le soir, les enfants sont pas tranquilles. Surtout si tu as un enfant de 5 ans et 7 ans comme moi, qui court partout et qui serait souvent... Encore, monsieur qui est là, et nous savons que voilà, tu ne peux pas vivre avec un homme comme si c'était ta camarade. Bien sûr. Voilà, le devoir conjugal aussi. Il y a beaucoup qui se sont mélangés au finish. Je dis que non, je vais me concentrer sur mes entreprises et laisser ce côté. Et quand elles partent là-bas encore, elles s'en rendent compte qu'il faut les concilier encore. Parce que quel que soit ton niveau de femme d'affaires, de businesswoman, lorsque tu n'as pas quelqu'un à la maison à qui tu peux présenter aux gens, vraiment il y a quelque chose qui manque en fait. Ce qui fait que beaucoup se retrouvent là, un peu désespérés, voilà, avec beaucoup d'argent, beaucoup de millions, beaucoup de voitures, mais au fond, elles veulent se stabiliser encore. Et lorsque les hommes les regardent, ils ont peur parce que on ne sait pas ce qui va se passer après. Cette dame avec tout ça là, qu'est-ce qu'elle a en tête? Elle va pas se laisser faire. Effectivement, elles ont atteint un niveau où elles vont dire que je ne vais pas me laisser faire. Un homme ne marche pas sur moi, ou bien c'est rentré ici, c'est sorti. Et quand c'est comme cela, ça devient un peu compliqué. Moi, à mes débuts, j'ai pris la formation, je les ai conciliés. Au début, je n'avais pas d'enfants, mais j'ai pris au moins 5 à 6 ans pour m'adapter en fait. Voilà, pour sortir du restaurant, revenir à la maison. Et si je vous dis que jusqu'à présent, il y a des moments, je fais ma cuisine, je m'occupe de mes enfants, je lave mes enfants, je suis là à la maison. Il y a d'autres qui me disent que c'est pas vrai, c'est vrai, c'est une question d'organisation. C'est ça. Sinon, on a jusqu'à 24 heures. Et les 24 heures, là, tu peux t'organiser même à gérer 5 choses à la fois. À la fois. Et c'est une question d'organisation, comme je le dis. Et ce sont ces clés-là que vous allez donner à la formation. On va donner les détails tout à l'heure. Bien sûr, on ne donnera pas tout ici. Et quand on parle d'organisation, quand on discutait, on a parlé beaucoup des femmes. Est-ce que les hommes ne sont pas concernés aussi quand on parle de vie de couple, conciliation, vie de couple, travail et puis enfants? Bien sûr, ils sont concernés. Voilà, quand on parle du couple, ce sont les deux. Voilà, je mets plus la pression sur la femme parce que c'est elle qui a plus de tâches en fait. Sinon, l'homme aussi a sa part à jouer dans ça. Donc,
Bon, c'est ça. C'est ça. Alors, il revient aussi que l'une des conséquences, ça peut être souvent aussi que les enfants, on peut rater l'éducation de nos enfants lorsque vraiment on n'arrive pas à concilier ces trois aspects. Ok, bon. Si c'est une réalité qui est là et beaucoup en souffrent. Moi, je fais les consultations et je vois au fond comment les mamans souffrent avec leurs enfants. Parce que, comme je l'ai dit au début, l'organisation n'y est pas et elles n'ont pas d'aide. Parce que ici aussi, comme j'ai pas trop développé la question que vous m'avez posée tout de suite, ici les hommes ne partent pas aider leurs femmes. Parce que tout simplement, il y a souvent une question ethnique, je suis moi aussi, donc je ne peux pas laver un plat pour ma femme. Et pourtant, s'ils savaient le stress que les femmes endurent. Et moi, un homme m'a dit ça, je l'ai dit tout simplement. C'est pas une question d'ethnie, c'est de la paresse souvent que vous faites parce que tout simplement, se lever et hacher le bois pour sa femme, c'est pas une question de blanc. Nos grands-parents le faisaient. Aller enlever de l'eau dans un puits pour sa femme, c'est pas une question d'ethnie, c'est pas que tu es bête, non, c'est parce que tu as envie de l'aider dans ses tâches. Mais figurez-vous que j'ai vu des gens s'asseoir avec une femme enceinte de 7 mois. Le monsieur prend ses pieds, il met sur la table, il est là, il mange son chewing-gum. La femme avec le ventre nettoie. Il soulève ses pieds, la femme nettoie. Lorsque vous atteignez à un certain moment ce niveau-là, beaucoup de femmes souffrent à cause de ça. Qu'est-ce qui te retient de te lever et dire « Allez, je vais nettoyer ». Parce que tout simplement, il y a l'ego qui est là, je suis homme, je ne dois pas faire ça. Qui vous a dit que balayer une maison, c'est pour femme? C'est pas pour femme. Qui vous a dit que prendre poêle et puis faire omelette, c'est pas pour femme? S'il vous plaît, c'est pour tout le monde. Et les autres qui ont compris ça vivent aisément leur vie de couple. Et les femmes ne sont pas stressées. Pour moi, de mon côté, moi, je fais comprendre à mon homme, il y a des moments où nous aussi, on a besoin de ça. Parce que lorsqu'à un certain moment, la femme se sent comme bonne dans son propre foyer, c'est pas simple à gérer. Parce que moi, je me souviens qu'une tante m'a expliqué qu'à leur époque, et puis elle était en train d'appuyer, qu'à leur époque, son papa pouvait se lever, aller faire le marché pour sa femme. Oui, faut te reposer, aujourd'hui je vais le faire. Ou bien hacher le bois, aller puiser. Mais le monsieur n'est pas de 1900. Il est de 1800. Donc c'est pour tout simplement dire que il faut que ces femmes-là, on les aide aussi dans certaines choses. Pourquoi pas nettoyer même un bébé? Il y a d'autres qui le font sans problème. Donc ici, ça va les aider, les femmes aussi, à ne pas trop se stresser et s'occuper aussi d'autres choses. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, quand je vous avais décidé justement d'organiser une formation pour parler de ce thème-là, où vous allez donner les rudiments, le schéma à suivre pour justement bien s'organiser et puis concilier les trois aspects pour éviter le stress et pour le bonheur aussi. Alors, une formation qui va se passer quand et où, les modalités. Donc cette formation, c'est une formation sur les lois universelles. J'en ai choisi 3 qui va te permettre de concilier vie de couple, l'éducation des enfants et ton entreprise, bien sûr. Parce que tu peux te lever, avoir tous ces éléments. J'ai l'idée de fonder une famille, créer une entreprise, bien éduquer mes enfants. Mais lorsque nous n'avons pas une base, ça sera un peu compliqué. Et cette base, c'est quoi? Ce sont des éléments qui vont te permettre de savoir que lorsque tu n'avances pas à un certain moment de la vie, c'est dû à quelque chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est une loi universelle. Et cette loi universelle, je peux citer, par exemple, le semer et récolter. Tout ce que tu sèmes, en pensée, en parole, tu vas récolter en multitude. Et j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué une graine de maïs sémée. Vous allez voir que vous allez récolter des milliers ou des centaines de graines. Une seule graine. Donc c'est la même chose avec nos manières de voir les choses, nos manières de penser. Le bien qu'on fait autour de soi, le mal qu'on fait autour de soi revient tout simplement. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dans leur foyer et qui se disent que je souffre, je n'arrive pas à faire ceci. Lorsque tu étais jeune, qu'est-ce qui se passait? Voilà. Comment toi aussi tu gérais ta jeunesse? Est-ce que tu as eu à troubler la vie d'autrui? Tu as eu à troubler la famille de quelqu'un? La probabilité pour qu'on trouble ta famille aussi à élever, c'est une loi.
Donc, c'est pour les informer, pour qu'elles sachent que, voilà, les choses ne sont pas au hasard et que tu les acceptes telles qu'elles sont et tu avances malgré tout. Est-ce que vous voyez? Pour l'éducation de tes enfants, c'est pareil. Qu'est-ce qui n'a pas marché? As-tu troublé la vie de quelqu'un? Est-ce qu'en étant bonne ou bien babysitter à quelque part, tu as eu à faire du mal à enfant d'autrui? La probabilité pour qu'on te le fasse aussi est élevée. Donc c'est ici, ces genres de choses que je veux dire à la formation pour permettre aux gens d'accepter souvent leur souffrance et d'avancer. Oui, et trouver la solution, certainement. C'est une formation en ligne, hein? Oui, c'est une formation en ligne. Qui va durer combien de temps? Qui va durer, j'ai mis ça de 9h à 15h, avec une pause, bien sûr. D'accord. C'est pour permettre aux gens vraiment... C'est pour bien détailler, vu que c'est 3 lois. Je vais très bien détailler, je pense que ça sera... vraiment bon. Donc, c'est sur le 54 10 49 87 que ces personnes peuvent s'inscrire ou au 71 90 77 79 qu'ils peuvent s'inscrire et vraiment venir voir comment les choses doivent se passer. Et le prix, si vous me le permettez, le prix c'est à 15 000 francs. Pourquoi j'ai fait ça à 15 000 francs? C'est pour qu'on ait une idée de comment Coach Marina travaille et dispense ses cours. La plupart du temps, on nous dit vos formations, c'est pas abordable. Et j'ai dit en 2025, je commence avec une formation abordable pour vous. De toutes les façons, quel que soit le prix, vous allez vous inscrire. Mais je vais à 15 000 francs pour permettre aux gens de se ressourcer et de vraiment avancer. Allez-y, continuez. Et qui peut participer? J'ai dit les jeunes, la jeunesse surtout, qui est prête à s'engager pour beaucoup de choses. Je les invite à intégrer. Parce que quand je dis vie de couple, éducation des enfants, beaucoup me disent, est-ce que les jeunes... Oui, les jeunes doivent participer et écouter ce qu'on leur dit afin de se préparer. Il y a des gens qui sont déjà dedans. Bon, eux aussi, ils vont se corriger. Mais vous qui n'êtes pas encore dedans, ça va vous permettre de prendre des décisions ou de choisir de marcher avec tel type de personne ou tel type de personne pour pouvoir avancer dans n'importe quel domaine de la vie. C'est important. Voilà. De se préparer. Mais coach, comme vous avez dit que c'est en ligne, quand vous nous avez donné les contacts pour les inscriptions, mais ça sera sur quel réseau? Ça sera sur Google Meet. Sur Google Meet. Lorsque vous payez, on vous intègre dans un groupe et le jour de la formation, on vous envoie le lien et vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. C'est pour cela que j'ai élargi ça de 9h jusqu'à 15h. Ah oui. Prête à écouter. Vous êtes ensemble. Oui, on est ensemble. Comme on le dit. Et c'est quel jour? C'est le 15, ce samedi. Voilà, le 15 février que je vais le faire de 9h à 15h. D'accord. Et on a l'affiche justement donc de la formation à l'antenne. Coach Marina Minougou que vous retrouverez en formation le 15 février prochain. Merci beaucoup. Le mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. Le mot de fin, c'est toujours dire aux gens de s'armer toujours de connaissances. C'est avec la connaissance que tu ne vas pas te faire piétiner. C'est avec la connaissance que tu peux parcourir tout ce que tu veux. C'est avec la connaissance que tu peux avoir tout l'argent du monde et être toujours humble. C'est ce que moi je dis toujours. Ayez tout ce que vous voulez sur cette terre. Restez toujours humble. C'est avec ce type de formation. C'est avec vraiment des personnes qui s'y connaissent, ceux qui sont dans le développement personnel. Donc ces formations vont vous aider. Et pour finir encore, j'aime dire aux gens, rendez-vous au sommet du désir de tout un chacun. Ce que tu veux seulement, on se donne rendez-vous. Amen. Merci beaucoup, Coach Marina. Merci. On va marquer une petite pause et puis on revient. Merci. Nous sommes de retour sur ce plateau et pour finir, disons cette émission, nous vous ramenons à Kouzgou pour vous faire découvrir encore l'université Norbert Zongo qui est située à Kouzgou. Alors c'était justement l'ancienne université de Kouzgou qui porte aujourd'hui le nom de l'université Norbert Zongo. On va écouter le vice-président de l'université qui nous parle des innovations et qui nous parle donc des stratégies aussi des autorités universitaires pour résoudre un certain nombre de problèmes. On l'écoute et puis on revient. Moi, c'est Dr Doua Alain Yabaou. Je suis le vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'université Norbert Zongo. En fait, nous avons 2 promotions, 2 années académiques qui se chevauchent, l'année 23-24 et l'année 24-25. Alors, si on cumule les effectifs, nous tournons autour de 46 000 étudiants pour 200 enseignants-chercheurs permanents. Voilà, selon le dernier bilan que nous avons eu à faire. D'abord, au niveau des infrastructures, nous faisons rouler les promotions, 3 à 4 promotions par jour. Donc, les cours vont de 7h jusqu'à 20h.
Voilà. Parce que les effectifs sont tels que toutes les infrastructures ne peuvent pas les contenir. Donc il faut gérer vraiment avec efficience les grandes salles, notamment les salles polyvalentes et les grands amphis. Aussi, ce qui entraîne l'une des causes des retards, c'est la correction des copies. Je viens de vous dire 200 enseignants, alors chacun se retrouve avec 3000, 4000 copies. Et donc, nous avons initié le dispositif automatique pour la correction des copies. Et ça nous fait gagner énormément de temps. Et aussi, toujours dans l'innovation, le traitement administratif des étudiants, nous sommes en train de mettre en place, c'est déjà opérationnel, nous attendons seulement les versions papier des diplômes. Donc, nous allons mettre tout ça en ligne. Désormais, les étudiants, pour accéder à leurs documents administratifs, ils n'auront qu'à aller en ligne, se renseigner. Dès que les documents sont prêts, ils auront une notification. Votre document est prêt, votre diplôme est prêt, et ils pourront passer physiquement chercher. Par rapport aux cours, nous avons déjà formé l'année dernière tous nos enseignants à la mise en ligne des cours. Malheureusement, ça n'a pas été mis en œuvre parce qu'il n'y avait pas la connexion. Maintenant que c'est le cas, cette année, nous avons prévu de update les enseignants pour pouvoir effectuer ces enseignements en ligne. Ça nous fera gagner énormément de temps. Et je pense que si on réussit à mettre ça en œuvre, d'ici une année, on ne parlera plus de retard ici. L'université Norbert Zongo, en gros, c'est 4 établissements. 3 UFR et un institut où il y a des formations professionnalisantes. Nous avons aussi un centre de recherche, notamment le CERVAM, qui travaille sur la récupération des métaux précieux dans les déchets électroniques. Ils ont réussi à élaborer un solvant qui permettra à terme de se passer des solvants tels que le cyanure, le mercure, pour extraire les métaux précieux des minerais. Voilà. Aussi, vous le savez tous, nous avons un projet, comment dirais-je, des projets au niveau du spatial. Et actuellement, nous avons mis en œuvre un centre. Et bientôt, nous sommes en train de rédiger les textes pour le grand public, parce qu'ils pourront venir un peu s'initier, vraiment pour le grand public. Et notamment, nous comptons beaucoup sur les élèves du secondaire, pour venir un peu avoir la vocation de faire des études spatiales. Alors on appelle ça un planétarium. Donc à l'intérieur, vous aurez un peu des lunettes 3D où ils pourront aller se promener dans l'espace en grandeur réelle, vraiment pour susciter la vocation. Voilà, à ces sciences spatiales. Vous écoutez à l'instant le témoignage du vice-président de l'université Norbert Zongo qui est situé à Koudgou, qui nous parlait donc de l'université. Merci de votre attention. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous demain mercredi pour d'autres aventures. Portez-vous bien et excellente journée. Tschüss.